Here we are again. Yeah. Okay, again about those senior houses. Would you, for example, if your parents were old, would you put them in a senior house, or or is it not really social acceptable? Will your friends say, "Oh, come on"? No, I think it's so. I wouldn't do it. Well, never. Never. Okay. And is it most of your friends that have that mentality, or is No, I think most of my friends would probably stay with their family, but it's not that it would be unacceptable by the society. It's getting more and more normal and more acceptable. But it's not that everybody does it. No. But well, before it was really seen as something really bad to do that. And this is something that's changing. But as I said before, it's also because of the service. It's getting better. Like before, it would be just a punishment for those grandparents to put them into the senior house because the service was so bad. But now we're having private ones and with very good care. And so for some of them, it's just actually better and more suitable to put them there. And the society accept that fact that it's not a punishment or it's not against your grandparents, but it's actually good for them that it can be like that. But I wouldn't do it. Last question on this topic is, well, because the Czech families are a little bit collected and a little bit collectivism, as you can say, is there a certain fear growing up to disappoint or humiliate a family? Because in some cultures you have it when you grow up, in the back of your mind you always have the family, like what would they expect from me to be or to become, and is that stress put on you or not? Well, if you have a working family, then usually you do care about your relatives, and of course you always do feel the impact of the society around. So you do think about, oh, I shouldn't do this because my family would be taken as something, or would be humiliated, or it would be, I don't know, well, especially rural areas, I would say, that you do care about this. In the cities it's more it's more anonymous, so you don't have this feeling that much. But once you care about your family, you don't really want to put them into any trouble, right? So I'm not sure if this is very cultural. I would say there is a difference between city and the countrysides or small cities, where people are really curious and really bored, so the main activity is to observe what neighbors are doing, okay? But not in cities. So in cities you don't really care, but you do feel the pressure, and it's not only the pressure of of the family, it's the pressure of the society that you should succeed, that the family can be proud of you and stuff like that. But it's not such a big pressure, and it's also very individualistic. Okay. The third dimension is masculinity versus femininity. So just the way Czech men look to the ideal woman, and the Czech woman looks to the ideal man. How their relationship is, what the most similar features are from both parts. Like a woman doesn't have to be soft and gentle and humble, and a man. How does that? How do Czech people view on the man and woman? Yeah, well, that is a little related to the previous question about the equality, and about that the point of the view is changing really within the society. So even the ideal woman or ideal man, this is something that's changing. Well, ideal woman would be, yeah, I don't know, healthy, beauty, maybe not so independent woman. An ideal man would be someone who listen
but okay, I'm gonna say it in a funny way, doesn't drink beer every day and watching football, who works, who's able to take care of the family from the financial point of view, is not like treat nicely the woman or something, is not aggressive, is kind of well behaved. I would say that's pretty normal. And do you think that the society don't accept, for example, that a man does that work or that work, and the same for the women? Is there some rules about that? Yeah, well, yeah, there are jobs which are more like socially dedicated to women or socially more dedicated to men. Yeah, fireman. If it's a woman, it would be a little weird. The police, the women in the army, you still have those prejudices like, okay, woman in the army, what's that? Is it some kind of a mannish woman or is it a really woman? What is it? Yeah, so there are differences between jobs for sure. For example, a man that stays at home and cares about the kids, that's not really acceptable? Or? No, this is very interesting point of view again, because it's something that's changing as well. Like last decade, I would say, before it was something very unacceptable. The man would be considered as a loser. But now it's actually getting pretty cool and in. And yeah, so it's more and more acceptable. So you could say that it's socially acceptable that a woman earns more than her husband? Yes. Well, in cities. In cities. Not in rural areas. In rural areas, women are still pretty much dependent on the financial income of the man, and they more take care of the family. But and if there would be a woman who earns more money than the man, the society in the rural area would think, oh my god, what's wrong with that family? And if you look to a Belgian woman, do you think that she's more independent than the Czech woman, or at the Yes. same level? And in what way? In what way? I mean, financially or just Financially. Yeah, and they don't. It's not so expected from them to be tied at home. Like they're more independent in a way of the financial income, yeah. And then they're expected to be more independent. That's what I think. And yeah, that's it. The fourth dimension is about uncertainty avoidance. Just in times of crisis or in bad, unstable times, how do Czech people react to it? I mean, how do they look to the future? Are they scared for it? Because just for a fact, the Belgian society saves more money than the Czech society. So that says something about the way that they look to the future. Yeah. How do you think that a Czech population looks to the future? Czech society in this term is a very skeptical, I would say. For sure they think about the future, but they don't think it through that much. They don't save that much money, that's for sure. They don't have such a big income, so they could. But what you can see in the society is something very alarming, that they actually do use more and more mortgages, loans, just to afford very unnecessary stuff, like to pay the gifts for the Christmas, and they're able to take a loan for that, even though they don't really know how to pay back. So, but it has something to deal with the Czech law, because the Czech law really make this happen or make this possible. It should be regulated, but instead of regulation, it is encouraging those weird companies to be able to provide such loans that people are unable to pay back. I'm not talking about banks.
I'm talking about the term which is called lichwa. And it's really, it can bring the whole family into the real troubles. And people are still doing it because they don't really think about the future. They think, okay, now we are having Christmas, so now we are having a nice time and we'll give you a huge gift. Well, what's going to come in 2 or 3 months? Well, we don't really care about now. So will they more own a house or more rent? And They more own houses. so they think about the future when you're young. Well, they you do. tend to own. In this way, they do. Yeah. It was also it's changing and it's different in the cities, but something like that you would rent a house in a countryside. That's something I don't know anyone who would rent something in the countryside. And in the cities, young people are renting, but it's still considered like, well, why do you rent a flat? Why don't you have your own? Yeah, I have a final question. So you've been here in Belgium for a month now? For 3 months, almost 4 months. What are the things that struck you the most on a cultural side? Like when you come into a situation and you're like, oh, we would never do that, or that would never be acceptable, or oh, that is acceptable. In that kind of way. Well, from the cultural side, it could be, and this is funny all around the world, how people greet themselves or greet each other. Well, did you kiss? We don't kiss. And I always forget that, and then you have this embarrassing situation that you're actually doing this and the other one is like trying to kiss you and you step back, you're thinking like, what's happening? No, don't kiss me, I don't know you. Yeah, but you get used to it pretty quickly. And there are not such big differences, I would say. No? No, I can't see any really big differences. Or if something would be so that I would really think about it. Is there something that shocked you or impressed you here in Brussels that you say, oh, that is really... Well, it's more, it's very multiculturalistic here. It's not in Czech Republic, it's not in Czech society. Multiculturalism is something what we don't deal with that much. And how do you think the Belgian society lives with all these cultures? Do you think it's in a correct way? Well, I'm here as a foreigner in a way. I'm from European Union, but this is not my hometown, so I see it from the eyes of foreigner. And also my friends are mostly from different countries, so for me it's something very normal. And I don't know if this is normal for the Belgium society, because most of my friends are not from Belgium. But those who are, they still hang out together with us, foreigners. So I would say it's taken pretty well. But I can see, and I'm sorry to say so, that you have real trouble with, or here in Belgium, or at least here in Brussels, you do have a real trouble with immigration and how it's taken in the society. There is a story, I don't know if you want me to tell it, but it's about this Puchettes. Okay, I was mocked in Brussels, and my bag was stolen, and I saw the guy who did it, and I went to the police station to report it, and I was trying to describe that man, and the first was that, do you think he was from the North Africa? And I was like, I don't know. Well, how can I know? I mean, it was a guy. Maybe he was from North Africa. Maybe he was from Brussels. I don't know. I have no idea where he was born. Just because the type of the face was like something. I cannot say that he was from North Africa. Well, and this is just something you would never ever ask in Czech Republic. You would ask about gypsies, okay? But not, well, for sure. Was it a gypsy, or was it someone who looked like a gypsy, but you wouldn't? But that's not the immigration. We do live with gypsies for a long time, but here it's really like you can feel it in the society here in Brussels that they do have prejudices against people from North Africa or from yeah, well, actually from whole Africa.
So that was a little shocking question at the police station. I didn't really like, and I couldn't answer. And are there maybe some typical things that we do here in Belgium that you don't do? I mean, like symbols, for example, good is like this, because we saw that there are some symbol difference between our cultures and your culture. In another culture, you have to do like this to say it's good. No, we do say we do this, it's good, and then I would say this is pretty much saying the gestures. It is a little different that we don't drink that much at home. We don't do invite our friends to our homes that much as people do here. We mostly go out to the restaurant because it's cheaper. Well, to invite many friends to your home where you have to cook, it's actually more expensive than just to go to the restaurant. But here it's the opposite way. So that is a little like, okay, I don't know, I can receive the invitation to go to a dinner to someone's house, and I feel like, oh my god, I don't know that person, and I'm invited to his or her flat. This is very rare in Czech Republic, unless you really know those people really well. Then you do invite them, but not if you don't know them. So you see the Belgian people as very open. No, it's just this is not really about openness. It's more that they developed this because it's more convenient, because it's less expensive. Yeah. About the openness, I'm not sure. I would say Czechs are more straightforward. Also better organized, because they don't fear to tell you exactly what they want. In Belgium, people really are having troubles to organize themselves and to organize something like to, I don't know, but I'm not sure if this is about culture, but like, yeah, things are being, people really talk about things, like talk about, but okay, let's move it a little forward. No, it's not happening, you still talk about it. Yeah, and if you don't know how to, well, make it happen, then you tell me, okay, so, well, how about to try to talk about it with someone else, and that someone else just send you to somewhere else, and it's like this all around, and it's crazy. But it's so, I'm not sure if this is about the Belgian culture. It's just like this. Well, yeah. I was thinking, but there was a difference, and I just forgot to say it. Donc brièvement. Donc je m'appelle Catherine, je suis infirmière à l'hôpital Molière, ça fait 20 ans que j'y travaille. J'ai 48 ans, je suis maman de 3 enfants, je travaille aux urgences depuis plus ou moins 15-20 ans. Donc au niveau des rencontres multiculturelles, j'ai de tout. J'ai aussi bien des Belges, des vieux Belges, des nouveaux Belges, tout ce qui est maghrébin, des Slaves, italiens, espagnols, portugais, des Africains du Sud,
pas d'Américains, pas d'Australiens, pas de Chinois. Et les Tchèques par hasard? On a beaucoup de Slaves, mais à savoir quelquefois s'ils sont vraiment Tchèques. Au fait, moi j'englobe souvent tout ce qui est dans le tchèque, polonais. Je dis pas que je les mets dans le même tableau, mais pas loin. Oui. De toute façon, c'est une langue qu'on ne comprend pas. Non, Donc, exactement. voilà. D'accord, donc on va commencer brièvement avec le premier point qu'a fait donc Hofstede. Hofstede, donc c'est le sociologue. Il a donc étudié les cultures en voyant les distances de pouvoir. C'est quoi en fait une distance de pouvoir? C'est par exemple dans le domaine du travail, il y a une certaine distance entre votre patron et vous étant qu'employé. Dans certaines cultures, la distance est très petite, ce qui voudrait par exemple dire qu'on va tout simplement le tutoyer, qu'on va lui parler de notre vie, etc. Alors que dans d'autres cultures, ce n'est pas le cas. Donc là, on aimerait bien savoir, ici à Bruxelles, quelle expérience avez-vous avec cette distance de culture? À Bruxelles, oui. Ou bien dans le cadre de mon travail? Ben, on est quand même dans... Parce que dans le cadre de mon travail, le fait d'avoir du blanc donne déjà un pouvoir sur les gens. À l'extérieur, pas du tout. Non. Donc quand j'installe quelqu'un, que je dis par exemple, vous venez rien qu'avec une personne, installez-vous, déshabillez-vous, les gens se déshabillent. Oui. Je ferais ça dans la rue, ça ne marcherait pas. Clair. Donc à l'extérieur, je n'ai aucun pouvoir parce que je suis monsieur et madame tout le monde. Je connais mon quartier, ça fait maintenant plus de 30 ans que j'y habite. Mais c'est pas parce que ça fait 30 ans que j'y habite que j'ai un pouvoir sur les autres. Là, j'ai aucun pouvoir. Je dis bonjour, je dis au revoir. Je peux peut-être dire à un enfant, fais moins de bruit dans l'immeuble que j'habite, mais c'est tout. Par contre, ici, on a beaucoup de pouvoir. Ouais. Les gens ne nous reconnaissent pas en sachant si on est médecin, pas médecin, infirmier ou pas infirmier. Et en fonction de l'âge, donc une plus jeune que moi aura moins de pouvoir que moi qui suis habituée, rien que par ma personnalité, je veux dire ma prestance et l'assurance que j'ai dans ma voix. Je ne vais pas dire aux patients, vous voulez bien vous déshabiller, c'est déshabillez-vous. Ouais. Et les gens obéissent. Ok. Donc, et avec votre employeur, avec par exemple un médecin, vous êtes infirmière? Moi je suis infirmière, je travaille avec des médecins, à savoir que ça fait tellement longtemps que je travaille avec eux que c'est un travail d'équipe chez nous. Donc il y a toujours la relation patron et subordonné, mais il y a toujours un s'il te plaît, s'il vous plaît. Et c'est oui, merci. Il n'y a pas de vous faites ça. En plus on se tutoie. Ouais. Un médecin qui est plus responsable, bah peut-être vous voyez, là, moi je ne vais pas le tutoyer et je vais obéir, mais je vais quand même poser la question du pourquoi, du comment. On ne fait pas les choses bêtement, c'est pas parce qu'on est une subordonnée qu'on obéit bêtement. Exactement. Et ici, à savoir aussi que la majorité de l'équipe est plus jeune que moi, que je les ai eus comme étudiants, médecins, donc en interne, donc on se connaît aussi bien et quand ils me demandent quelque chose, c'est toujours avec respect et travail d'équipe. Donc, il n'y a pas de... Moi, je suis médecin, toi, tu es infirmière. Non, non, ça ne marche pas comme ça. L'équipe ne marcherait pas comme ça. C'est très bien, ça, c'est positif. Hein? Bah oui. Si maintenant on veut le contexte familial, donc on a aussi des fois une certaine distance. Donc, par exemple, dans certaines cultures, il y a l'homme qui va avoir un certain pouvoir dans la famille parce que voilà, c'est l'homme, c'est lui qui prend les décisions importantes, etc. Puis la distance entre les enfants et les parents, dans certaines cultures, on va devoir vouvoyer les parents, il y a un certain respect. Est-ce que vous remarquez qu'ici à Bruxelles, qu'on note une certaine distance entre les parents et les enfants? Je connais très peu. J'ai dû connaître, mais pas connaître de façon proche, des gens qui vous voyaient leurs parents. Parce que c'était dans les habitudes, parce que c'est des gens qui sont, je peux dire, d'un niveau ou social un peu plus élevé, ou qui ont fait partie d'une famille qui était élevée. Donc ils ont gardé ces habitudes-là. Sinon, proche de moi, non. Il n'y a pas de vouvoiement. Mais les enfants ne peuvent pas appeler leurs parents par les prénoms. Ça choque. En tout cas, moi, ça me choque. Et mes enfants, s'ils voulaient risquer de m'appeler par mon prénom, c'est non. Je dis là, même si c'est une blague, c'est non. Je dis, je suis pas ta copine. Je suis encore ta maman. Alors c'est maman, c'est un petit nom, mais pas mon prénom. Et vous avez déjà remarqué que dans d'autres cultures, ils le font? Est-ce qu'un jour, ça vous a choqué ou bien? Non. Pas au niveau parent-enfant. Au niveau peut-être tante, oncle. Dès que ça sort du cadre famille proche, papa, maman, les enfants, là oui. Mais on dira par exemple, il y en a qui vont dire Bobo, Nani ou tante Catherine,
Là, oui. Mais familial proche, c'est non. C'est papa, maman, les enfants. Or que les parents n'ont pas appelé mon fils, c'est mes prénoms, quoi. Non, exactement. Donc, mais c'est déjà, le fait de dire papa ou maman donne déjà une position hiérarchique dans la famille. C'est d'abord moi et puis les autres. Ouais. Et puis... D'accord. C'est bon? Rien? Tu as encore une question? Non. On va sinon passer directement au deuxième point. Donc on a l'individualisme ou le collectivisme. Donc certains peuples sont plus collectifs. Par exemple, si on prend l'exemple de l'Espagne, elle a passé une crise assez rude. Eux vont aller ensemble protester dans la rue, ils vont se soutenir. Alors qu'il y a d'autres cultures qui sont plus individualistes, ils vont dire non, ça c'est bon, c'est la société qui va régler, chacun pour soi, on verra bien, etc. Ce que vous remarquez qu'ici, bon là je vous ai juste cité un exemple, hein, ça peut parler d'autres thèmes aussi. Ici, moi je trouve qu'en Belgique, les politiciens arrivent à ce que le Belge se fasse tondre la laine sur le dos. Ils arrivent à les manipuler comme c'est pas permis. Donc ils vont quelquefois faire des manœuvres de diversion en parlant d'un thème assez important pour le Belge, on va dire Belge moyen, parce que ce serait péjoratif, pour faire passer une loi ou une TVA ou un truc. Ils sont assez malins pour ça. Et le Belge ne se révolte pas. On augmente la TVA pour ci, on augmente la TVA pour là, et puis tout le monde se plaint, mais il n'y a personne qui bouge. Le Belge se fait tondre la laine sur le dos. Ouais. Moi, je trouve pas ça normal. On regarde les prix depuis le passage à l'euro jusque maintenant, mais tout le monde le dit, je veux dire, la charrette au magasin, ben, pour le même prix, j'en ai beaucoup moins. Et ça c'est passé petit à petit comme ça. Et vous, si on vous dirait demain, voilà, il faudrait protester contre cette nouvelle loi, il faudra prendre votre journée de libre, est-ce que vous allez le faire ou bien Ça dépend le point aussi. Ouais. Le point primordial pour me... Oui, j'irai manifester, oui, moi je suis pas contre. Seulement le problème, c'est que... Mais vous prendrez jamais l'initiative vous-même d'aller... Peut-être parce que je suis un peu fatiguée et un peu blasée de voir ce qui se passe. Ouais. Déjà, dans notre métier ici, quand on prend une décision ou un truc comme ça, on se fait déjà écraser sous l'eau. Donc pourquoi est-ce qu'elle bouge? Parce qu'elle en a marre. Mais je suis toute seule à bouger. Il faut déjà oser rouspéter, oser se plaindre, en risquant peut-être sa place, parce qu'à tout moment, mon chef hiérarchique en haut, si je me plains de trop, il peut me changer de service. Ouais. Il y a Donc c'est aussi plus ça. par crainte en fait. C'est la crainte. Pourtant, les infirmières, on en demande partout. Mais je suis arrivée quand même, j'approche des 50 ans, je suis arrivée à un moment donné où j'ai peut-être plus envie de bouger. Où je suis bien où je suis. Mais s'il fallait vraiment, ben oui. J'ai été manifester, non. J'ai été me plaindre au niveau de la gérance dans l'immeuble où je suis. Ça va faire plus de 10 ans que j'y suis. Ça fait 45 ans que je connais cet immeuble. C'est une énorme pelouse devant. On n'a jamais pu s'y promener. Parce que c'est une belle pelouse, bien entretenue, qui coûte cher. Et maintenant arrivent des populations étrangères qui veulent aller profiter du jardin. Oui, mais ils abîment. Donc là, j'ai dû aller rouspéter en disant non, 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 non. Pendant 10 ans, mes gosses n'ont pas pu y aller. Les autres vont pas y aller. Hein. J'y apprendre des buttes, à planter des buttes, à arracher les fleurs. Non, je paye pour ça. Ouais. Et je paye pour la tranquillité. Donc c'est fini, vous arrêtez. Ils peuvent jouer loin là-bas au ballon, mais pas proche de ma maison. Et je suis pas la seule. Mais il faut oser, parce que quand on se plaint sur une personne de type étranger à cette bande de la région de Rivière, on a toute une famille qui vient. Hein. Et puis les copains et les copines. Et les Belges vont pas vous aider à ce moment-là. Et les Belges vont pas m'aider à ce moment-là. Voilà, donc on est assez individualiste alors on pourrait dire, hein, Voilà. envers les autres cultures. Je voulais encore poser une question au niveau familial. Donc maintenant il y a ce phénomène en fait des maisons de retraite. Donc on voit que ça prend assez une grande ampleur, surtout ici en Belgique. Maintenant, je voudrais savoir qu'est-ce que vous en pensez. Est-ce que pour vous, oui, vous mettrez vos parents dans une maison de retraite? Est-ce que c'est normal? Est-ce que socialement c'est acceptable? Qu'est-ce que vous pensez quelle influence en fait ça a ici à Bruxelles? Alors, à savoir que comme je n'ai plus mes parents, je ne pourrais plus me poser la question. J'ai plus mes parents, mon mari n'a plus ses parents, ni les grands-parents. Donc nous, je veux dire qu'on est un peu égoïste, on ne doit plus y penser. Les maisons de repos, je les connais. Mon mari a eu une maison de repos en tant que patron, ma belle-sœur aussi. Donc je connais les maisons de repos, j'y ai travaillé aussi. Ça coûte très cher. Donc ça, c'est déjà un point négatif. Si j'avais encore mes parents,
qu'ils avaient encore leur appartement, qu'ils ont encore les moyens de pouvoir payer leur loyer et tout ça, je préférerais mettre une infrastructure autour. Et moi, passer régulièrement, plutôt que les mettre dans un où je sais ce que c'est que les halls. Ouais, Donc, vu que vous travaillez dedans. Voilà. Malgré qu'ils étaient bien, c'est une petite maison avec 21 personnes, c'était pas, les mouroirs qu'on pourrait connaître pas très loin d'ici. Donc je serais plutôt à mettre une infrastructure pour que les gens soient bien chez eux. Mais pas les prendre chez moi, j'ai pas la place. On est déjà 5 à la maison. Je peux pas demander à mes enfants de s'occuper de mes parents. Pour moi, ça ne se fait pas. Et vous trouvez qu'ici à Bruxelles, c'est socialement acceptable qu'on met par exemple ses parents dans une maison de retraite une fois qu'ils arrivent à un certain âge? Parce qu'on Je est avec cette connais mentalité. beaucoup de gens qui justement mettent plein d'infrastructures à côté plutôt que de placer dans une maison de repos. Mais ces gens-là ont encore les moyens. Quand les gens n'ont pas de moyens, ils placent leurs parents dans des maisons de repos. Et souvent, ils font appel au CPS. Des choses comme ça. Et eux se dégagent à ce niveau-là. Ils vont les voir régulièrement, mais ils sont dans un lit, dans une chambre, il y a des infirmières à côté, ils sont logés, nourris, pas blanchis, souvent les familles viennent et lavent le linge, mais ils n'ont pas de tracas. Ils peuvent partir, ils peuvent sortir, ils peuvent aller en vacances, ils peuvent tout faire. Parce qu'ils savent que, et l'État prend en charge une partie. Donc en plus, c'est tout bénéfique. Oui, ça c'est sûr. Parce qu'il y a une infrastructure qui a été faite. Dans d'autres pays, il n'y a peut-être pas cette infrastructure-là. Donc on n'y pense pas, donc on garde papa, maman, grand-père, grand-mère, qui peuvent encore avoir une aide, ils peuvent encore être une aide. Parce que la grand-mère, si elle a encore toute sa tête et qu'elle bouge un peu, elle peut encore garder les enfants pendant que les parents sortent. Ici, ils ne voient pas cet aspect-là. Et puis la grand-mère peut apprendre aux enfants à faire à manger comme s'il y a mangé comme là. Voilà. Et ça, on ne fait plus chez nous. C'est un petit peu le système qui a influencé aussi cette vague de nouveautés. Quand on voit les maisons de retraite, il y en a eu beaucoup plus ces dernières années, beaucoup d'investissements. Plus de grandes maisons de retraite. Oui. Les petites, c'est fini. Hein. Oui, bon, ça dépend. En Flandre, il y en a, mais à Bruxelles, ça... Oui, mais la législation et ce que l'État rapporte aux gens, il faut déjà avoir une maison de plus de 15 lits, avec certains types de patients qui sont vraiment des patients âgés et gravataires, pour que ça rapporte à la maison de repos. Donc il y a encore tout ça qui fait que, si ça ne rapporte pas, on ne veut pas de petite maison. Il faut des gens qui soient... Et c'est même plus des maisons de repos, ce sont des résidences pour personnes âgées. On devrait utiliser le bon terme alors. Mais c'est vrai. Oui. C'est des résidences, comme il y a à Avenue Bruckmann. C'est pour les personnes âgées, c'est des résidences, mais la moyenne du loyer, parce qu'il n'y a pas de soins infirmiers, il n'y a pas de restaurant, enfin, la restaurant, c'est 4 000 € par mois. Moi, j'ai pas 4 000 € par mois. Il n'y a pas de soins. Ils ont un mini flat, une petite cuisine, une petite salle de bain, on fait un petit peu le ménage, mais c'est tout. La nourriture, ils doivent le faire eux-mêmes, la lessive, ils doivent le faire eux-mêmes. Ah oui, c'est des suppléments à chaque fois. C'est au bout de l'avenue Bruckmann. Nog een vraag erover? Over individualisme. De eerste vraag vond ik super goed, dus nu denk ik... Nee? Ok. On passe au féminisme? Ja, feminisme versus masculinisme. Donc voilà, elle nous a déjà introduit le thème suivant. Donc à ce niveau-là, on voudrait juste savoir ce que vous pensez qu'à Bruxelles, il y a un certain taux de féminisme. Au niveau que, par exemple, la femme a-t-elle moins de droits? Est-ce que dans un couple, la femme doit rester à la maison? Est-ce qu'on est encore dans ces pensées-là? Est-ce que la femme a ses droits, etc. Est-ce qu'à Bruxelles, quelle expérience est-ce que vous avez en tant que femme à Bruxelles? J'ai toujours travaillé, parce que j'ai toujours voulu mon indépendance. Je travaille depuis que j'ai 16 ans. Donc j'ai toujours voulu ne pas devoir tendre la main à mes parents pour avoir de l'argent de poche, pour partir en vacances, pour tout ça. Donc à ce niveau-là, j'ai toujours eu mon indépendance. Je me suis mariée, mon mari était indépendant à l'époque, ça gagnait bien sa vie, puis la vie a fait que, faillite, machin, pour le truc. Donc j'ai géré beaucoup moi. Donc avec mon diplôme, on pouvait aller partout, je faisais 1 temps plein et demi, 2 temps pleins par mois, pour pouvoir gérer la situation en attendant que mon mari remonte. Donc, mais je n'ai jamais senti que moi j'étais la personne qui rapportait par rapport à mon mari. Donc lui, il ne trouvait ça pas grave en fait que vous gagnez plus à ce moment-là? Pas grave, mais il le vivait mal, même s'il ne le dit pas, parce que j'ai un mari qui pour moi est très macho, qui est très ancienne mentalité, c'est que la femme et l'homme doivent se marier avec des enfants, pas forcément passer à l'église ou autre chose, c'est papier officiel à la commune, que les enfants doivent porter le nom du papa, et que le chef de famille, c'est le papa. Et moi, ce truc chef de famille, moi, ça me
Ça m'énerve parce que généralement c'est moi qui inscris les enfants à l'école, c'est moi qui fais les bulletins, c'est moi qui fais ceci. C'est toujours chef de famille, chef de famille. Donc ça pour moi, ça devrait déjà être éliminé. Ouais. C'est parents, pas chef de famille, c'est les deux. Mais il a encore, lui, cet aspect, c'est moi qui décide. Et vous pensez qu'il y en a beaucoup qui pensent encore comme ça aujourd'hui? Oui, ça n'a pas l'air de... Peut-être qu'ils ne l'avouent pas, mais que... Oui, non, mais on le sent quelquefois dans... Donc mes enfants font beaucoup de sport, donc je vois beaucoup de couples avec des parents. Et qui est-ce qui tient généralement l'argent pour payer? C'est beaucoup les papas. Et c'est les papas qui vont aller faire leur reproche à l'enfant. Oui, mais t'as mal joué, t'as vu la cotisation, ça coûte combien, machin. Il va pas dire, tu sais, papa et maman se sont privés. C'est j'ai payé, j'ai ceci. Mais mon mari, c'est toujours pareil aussi. Je veux dire, je ramène beaucoup plus que lui. Mais il va dire, t'as vu ce que j'ai donné comme argent de poche aux enfants? Or que c'est encore mon compte. Hein. Je veux dire, je paye le loyer, je paye chic, je paye chaque machin. Pourquoi je paye les 2 voitures pour l'instant? Et non, c'est pas grave. On voit pas ça. Mais par contre, je suis gâtée. Je rentre chez moi le soir, il a fait à souper. Ah bah Il là est oui. indépendant. Ouais. Tu peux tout lui Donc c'est demander. quand même the new man, hein, c'est le nouvel homme quoi. Oui, il n'y a pas de souci. Il fait à manger, il sait repasser, il sait faire la lessive, il va au lavoir, il fait des courses. Ouais. Je ne pas à me plaindre de ce niveau-là. Mais ils veulent quand même se sortir Oui, responsables. oui. Mais il est fier hein, Ouais. de ce qu'il sait faire. Hein. Il ne va jamais dire je ne gagne pas autant. Ouais. Parce que c'est encore un truc. Et vous pensez que c'est seulement dans votre couple ou bien que c'est la plupart des gens vivent en fait encore cette expérience aujourd'hui à Bruxelles? Je connais pas assez de gens de mon âge. Je suis pas quelqu'un qui sort beaucoup. Hein. J'aime pas les gens hypocrites. Non. J'aime bien Ouais. mes collègues, mes amis, mais les autres, j'en ai rien à faire. Donc, parce que les gens sont faux, ils vont jamais faire passer un message à la maison tout va bien. Non, non, non. On pose quand on sort dans les clubs de tennis où je vais, on pose. Mais à la maison, par mes enfants, je sais que ça se passe pas comme ça. Donc, j'aime pas ces gens. Moi, généralement, je me mets sur un banc toute seule, je regarde avec mes copains, et j'ai plus d'affinité avec les copains de mes gosses, qui eux sont plus francs, plus nature, que je connais depuis 5 ans. Les parents, j'en veux même pas. Mais je sais qu'il y a des problèmes relationnels où c'est la femme Qui doit quand même, ça existe encore, on le montre moins sans Oui. doute. Et au niveau politique, est-ce que vous trouvez qu'en tant que femme aujourd'hui, on a nos droits aussi bien que l'homme, ou vous trouvez que la Belgique est un pays quand même un peu plus masculin que féminin? Quand on regarde les personnes qui actuellement sont encore au niveau féminin en hauteur, c'est des personnes qui ont milité depuis des années. Des nouvelles, j'en vois pas. Parce que quand on regarde par exemple Lenders, qu'est-ce qu'il a? Il a des diplômes qui ont un poids pas possible. C'est un type qui prouve qu'il est, je ne vais pas dire supérieurement intelligent, mais il montre qu'il a quelque chose dans la tête. Et lui, moi, il m'impose. Quand je le vois à la télé, quand je le vois discuter, je me dis, allez, ce mec, il sait de quoi il parle. Si j'en vois d'autres femmes, je me dis, c'est pas de quoi il cause. Hein. Est-ce que vous pensez ça parce que c'est une femme ou bien... Parce que c'est d'habitude de voir toujours l'homme au pouvoir ou bien c'est... Non, parce que lui, qu'il soit ou à la justice, ou qu'il soit à l'économie, ou qu'il soit Premier ministre, il impose, il donne l'impression de connaître ses dossiers. Certaines bonnes femmes, c'est vraiment... Anne Collins, par exemple. Ben, elle parle quelquefois pour parler, quoi. Ouais. Et en plus, elle a changé tellement de fois de cabinet, je ne sais pas comment elle fait pour gérer tous les dossiers qu'elle a. Parce qu'une fois elle est là, une fois elle est là, une fois elle est là. À la santé, elle a fait des catastrophes. Pour moi, elle ne s'entoure pas de personnes qui peuvent bien la diriger. Si demain on aurait une femme au pouvoir, allez, au pouvoir, Si elle est bien, ministre, si elle est bien entourée avec des gens, que ce soit hommes ou femmes, qui ont les diplômes, qui ont réfléchi, qui vont aller prendre des renseignements sur le terrain pour faire modifier les choses, que ce soit chez nous, que ce soit dans les grandes surfaces, que je me fait regarder par quelqu'un d'autre, ce que moi je n'ai pas. Ouais. Nog een vraag hierover? Over de functies, of dat je ziet dat er hier veel vrouwelijke, mannelijke functies of vrouwen worden vervuld in... In het ziekenhuis bijvoorbeeld. Ja, veel mannelijke verpleegsters bijvoorbeeld. Ah ja, goeie vraag, dat we daar net ook hadden. Donc par exemple, là, on a une question aussi sur le féminisme et le masculinisme avec quelqu'un de la République tchèque et il nous a dit que voilà, les infirmiers, il n'y en a pas vraiment autant que les infirmières. Les infirmières, c'est un boulot assez pour les femmes. Est-ce qu'on voit ça ici aussi, dans votre hôpital par exemple? Je crois qu'on est... Il y en a de plus en plus, mais rien que dans notre équipe, il y a 3. Il y en a 3. 3 hommes sur 3 hommes sur 15-20 femmes. Ouais. Que maman. C'est pas beaucoup. Mais, Et dans les services, il n'y en a pas beaucoup. Il y a un service d'orthopédie, je crois que j'ai pas vu un homme.
Donc pourquoi est-ce que c'est spécialement les femmes? Est-ce que c'est encore ancré dans les habitudes? Puisqu'avant, c'était les bonnes sœurs qui étaient infirmières, qui apprenaient sur le terrain, il n'y avait pas d'études, puis on leur a donné des études. Et puis peut-être que les parents n'ont pas voulu que les enfants garçons fassent infirmier parce que c'était c'est caca pipi, c'est pour les bonnes femmes quoi. Et les jeunes, parce qu'il y a beaucoup Les de jeunes jeunes actuellement, il y en a de plus en plus. Moi au niveau Garçons. élève, j'ai de plus en plus, mais on a l'impression que ces garçons ou hommes vont aller plus dans des spécialités qui est plus la réanimation, les soins intensifs, la garde parce qu'il y a des machines, parce qu'ils gèrent des machines, parce que c'est plus à la pointe. Oui, incroyable. Next subject. Avoidance and uncertainty. Dat is dus zekerheid van de toekomst. Donc on a un thème suivant qui part sur la certitude ou l'incertitude du futur. Donc pour vous expliquer ça, donc il y a certaines personnes qui vont donc par exemple être plus inquiets sur leur futur. Ils vont donc essayer de bien tout organiser en par exemple mettant de l'argent de côté, en faire en sorte, par exemple, il y en a plein à 18 ans qui cherchent à déjà le mettre de côté pour acheter une maison, alors que d'autres non. Ils vont dire voilà, peu importe, ce n'est pas très important, on vit le jour le jour. Est-ce que vous trouvez qu'ici à Bruxelles, on est une capitale, une ville où on pense jour le jour ou on pense au long terme? Je crois que c'est moitié-moitié, parce que quand je regarde autour de moi, autour de mes collègues ou autres, même des réflexions de mes enfants, il y a une partie qui se dit on verra, et puis l'autre partie qui se dit non, pourquoi est-ce que je vais aller payer un loyer à fond perdu, autant que je mette un petit peu de côté pour démarrer mon prêt, et puis acheter pour moi parce que ça sera un mois. Puis après si j'en ai marre, ben, je le revendrai, mais j'aurai déjà ce petit pactole-là. Et ils font attention à leurs sous, ils vont se dire, bah, cette année-ci je ne vais pas acheter une nouvelle voiture, je vais encore me contenter de celle-là, je ferai attention. Il y a moitié-moitié. Moi j'ai un de mes gamins qui se dit, moi à 25 ans j'aurai ça, j'aurai ça, j'aurai ça. L'autre il n'en a rien à faire, je vis bien, ça ira, il n'y aura pas de souci. Lui, il voit, tout est clair, tout est beau devant lui, parce qu'il ne se rend pas compte, au fait. Il ne se rend pas compte que la vie augmente, que de trouver un boulot, c'est de plus en plus difficile. Avant, à 16 ans, on pouvait travailler comme on voulait en tant qu'étudiant. Maintenant, c'est fini, c'est 18. Même dans les hôpitaux, la loi vient de changer depuis février. Donc, ces gamins-là, ben, ils voulaient travailler, ils ne travaillent plus. Ils ne peuvent plus, ils sont nouveau à charge de papa et maman. Et ça, eux ne voient pas le changement, moi, je le vois. Donc, moi, je voudrais bien mettre de l'argent de côté. Avec 3 gamins qui font du sport, qui n'a pas eu de boulot pendant des mois, ben non, je ne mets pas l'argent de côté. Je voudrais avoir une assurance machin. Et qu'est-ce que je rêve? Je me dis, allez, si je gagne au loto, j'achète un appartement pour celui-là, un appartement pour celui-là, un appartement. Mais un petit, hein. Mais au moins, il débutera et il devra se contenter de travailler pour manger, quoi. Puis il n'a pas de voiture, il n'y a pas de voiture, il y a les transports en commun, il y a le vélo, il y a tout ce qu'il faut. Moi, j'arrive à relativiser parce que j'ai vécu. Les jeunes actuellement, ils n'ont pas encore vécu, ou alors ils n'écoutent pas leurs parents, ou ils n'écoutent pas les copains et les copines à côté, quoi. C'est moitié-moitié. Pour moi, c'est moitié-moitié. Vous trouvez, parce qu'on a eu quand même, donc vous habitez ici à Bruxelles, il y a eu quand même une influence des cultures, il y a eu un grand nombre d'immigrations quand même. Et vous pensez que ça a influencé la mentalité des Belges, ou que ça n'a pas... Ça a beaucoup influencé. Pourquoi? Parce que c'est toujours la même chose qu'on raconte. Le fait que des étrangers viennent habiter chez vous, enfin près de chez vous. Je prends l'exemple sur mon palier, il y a des gens noirs qui sont arrivés. On se dit, aïe aïe aïe, ça va sentir la bouffe, pas possible. Ils vont amener des cafards. Pourquoi? Parce qu'il y a des années de ça, j'ai été habitée où il y avait des gens noirs, on a été infestés de cafards et leur bouffe sentait la bouffe de chez eux. C'était une horreur. Or, que ça fait des années qu'ils sont là, ça sent pas mauvais et j'ai toujours pas de cafards. Donc, et puis ils sont polis. Je les enfants, c'est bonjour, au revoir, ils tiennent la porte de l'ascenseur. Donc eux, ça passe bien. Les 2 buildings à côté, c'est la cata, ils ont dû les expulser tellement ils faisaient du bruit parce qu'ils vivaient à l'heure africaine. Et vous pensez avoir été influencé par ces cultures étrangères qui ont quand même influencé la ville de Bruxelles? Oui, par quelle culture on est influencé parce que on va rencontrer, que ce soit maghrébin ou noir ou vert ou bleu, on s'en fout. Il y en a qui vont vous dire bonjour parce que vous les croisez, et il y en a qui vont vous regarder, qui vont vous toiser, et à moitié cracher devant vous. Moi, je me suis traitée de sale belge. Et que mes enfants, ils étaient petits, c'était des petits Polonais que j'avais 40 ans dans mon pays. Or, je suis belge, mes enfants ne ressemblaient pas à des Polonais du tout,
Donc je me suis fait agresser par des Maghrébins, or que je leur avais rien fait. Je jouais dans un parc avec mes gosses. Et mes gosses ne les avaient pas attaqués, on jouait dans notre petit coin. Se faire agresser comme ça tout le temps, c'est fatigant. Ouais, non, c'est sûr. Se faire bousculer quand on va au marché. Moi, quand j'étais petite avec mon père au marché, j'adorais y aller. Maintenant, on se fait bousculer, que ce soit par le jeune noir ou par la vieille mamie maghrébine. C'est toujours si c'est pas de ma faute parce que je ne me suis pas écartée. Est-ce que vous avez changé alors aussi votre comportement? Je vais moins marcher. Vous pardon? Je vais moins au marché. Ah oui, carrément. Si c'est pour se faire Ouais. écraser les pieds, à moitié bousculer ou insulter, parce que je dis on pourrait dire pardon, c'est moi la méchante. Hein. Ouais. Mais est-ce que vous avez été influencé, par exemple, parce qu'il y a des choses de leur culture que vous avez, avec vous avez peut-être aussi fait avec le temps, Leur nourriture. leur nourriture? C'est ce qui a le plus influencé? Mais pas leur habillement, leur méthode de vie. Je vois pas ce que je pourrais changer dans ma méthode de vie parce qu'ils se lèvent comme moi, ils mangent comme moi, ils se lavent comme moi, ils vont faire leurs courses comme moi. Mais je vais prendre ce qui m'intéresse chez eux, c'est la nourriture. J'ai aimé ce qu'ils font, ben je vais faire comme eux. Ouais. Parce que j'aime bien. Mais qu'est-ce que je pourrais copier d'autre? Et quand il y a par exemple les soirées culturelles, soirées espagnoles, parce que des fois il y a des soirées même comme ça dans la rue. Je suis très casanière. Oui. Mon problème c'est que je suis très casanière et j'aime bien mon chez moi. Donc, mais si je suis en groupe avec mes collègues, oui je vais y aller. Parce que c'est des Espagnols, je m'en fous. Ce serait portugais, je m'en fous. Ce serait maghrébin, je m'en fous. Vous vous adaptez quand Mais même. oui. Ouais. Mais il y a des choses où je fais moins aller. J'ai envie d'aller rue Brabant d'ici quelques jours. J'ai discuté avec un copain qui est maghrébin, il me dit va pas le week-end. Il y a trop de monde, ça va pas être sympa pour toi. Donc je vais pas aller ce week-end. Je vais aller un jour de semaine où il y a moins de monde, où je serai plus. Pourtant ils sont super accueillants dans les magasins. Ouais. Mais s'il y a trop de monde, je vais me frotter. Ouais. Et mon mari est pro-américain. Donc je vais pas aller avec mon mari dans ces quartiers-là. Ouais. On va se faire agresser. Non, c'est sûr. Ils vont voir un drapeau américain sur sa veste, c'est fini quoi. Et par exemple, les cultures maintenant, allez, par exemple au niveau linguistique, les cultures ont quand même apporté quelque chose. Si on, comme parler de la culture maghrébine, on voit que même chez les Français, par exemple, et même chez les Belges, qui prennent certains mots de leur vocabulaire. Donc là, on voit une influence culturelle. Est-ce que vous remarquez aussi cette influence culturelle chez vous, dans votre domaine, allez, ici à Bruxelles, non seulement chez vous en tant que femme, mais chez des enfants, chez vos voisins, etc. Je vois quelquefois mes enfants, les deux plus jeunes, à un moment donné, ils avaient des intonations comme leurs copains maghrébins. Et ça me hérissait le poil. J'ai dit, non, ici on parle français. Oui, et je n'ai pas expliqué, je n'ai même pas ressortir les mots, mais je savais bien que ce n'était pas les miens, les mots. J'ai dit, maintenant ça suffit. Tu parles pas comme ça. Alors, il me dit, j'ai ta casquette, la visière c'est là, c'est pas là. Il n'y a pas la cagoule comme ça. Je dis, non. Et eux l'ont bien remarqué, parce que généralement ils sont arrêtés par la police. On me dit, t'as vu, on m'a arrêté pour un contrôle. Je dis, ben oui, c'est le délit de sale gueule. Hein. Je suis désolée. Hein. La casquette comme ça et la veste comme ça et tu te trimbales à 8h du soir en hiver, c'est le délit de sale gueule. Je dis, parce que, voilà. Donc du coup, maintenant, il n'y a plus la casquette, il n'y a plus le machin. Et certains mots de vocabulaire, je ne veux plus qu'ils les emploient. Mais pour rigoler, ils peuvent encore le faire. Mais moi, je prends des mots, parce que dans mon métier, il y a certains mots qu'on doit employer pour se faire comprendre. La dame de 80 ans maghrébine, quand elle a mal, je lui demandais si elle a moins mal, et je lui demandais si c'était un chouïa par-ci, un chouïa par-là. Mais oui de me regarder, alors je suis chouf, 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 parce que je sais que c'est ça qu'il faut dire. Mais avec l'espagnol, ça va être pareil, hein. Mucho dolor, et on en rigole. Mais je pique des petits mots par-ci, par-là pour me faire comprendre. Mais par contre, en irlandais, je sais pas. Hein. En irlandais, ça passe pas. Hein. Non. Pourquoi je sais pas, hein. J'arrive pas. Je parle un petit peu néerlandais, mais j'aime pas le néerlandais. On voit maintenant, il y a eu un débat aussi sur la RTBF sur l'intégration des différentes cultures ici à Bruxelles. Est-ce que vous pensez que ces différentes cultures qui sont venues ici, qu'ils arrivent à s'intégrer? Est-ce qu'on les accepte? Et est-ce qu'il y a un système d'intégration? Est-ce que la ville elle-même la vit bien en tant que... C'était il y a 2-3 jours. Oui. Sur énergie, non, à RTBF, RTBF. oui. Oui. Ben, quand j'écoutais le débat, j'étais d'accord. C'est qu'on crée des ghettos. C'est que... Maintenant, il est déjà trop tard. Hein. Donc, il y a des endroits où ces gens ont pu aller s'implanter parce que les loyers n'étaient pas chers, parce que ceci, parce que cela. Et puis, petit à petit, toute la famille est venue se regrouper, puis ils ont acheté des maisons, et ils ont créé eux-mêmes leur ghetto. Et
on les empêchait de monter. Moi je parle de forêt, on les empêchait de monter. Parce qu'avant il y avait le bas de forêt et le haut de forêt. Et quand on était à l'école, j'étais dans une école qui était au milieu des deux, on me demandait où j'habitais. Alors ce qui faisait bien, c'est que j'habitais haut de forêt. Et puis les autres c'était le bas de forêt. Mais à l'époque c'était encore des beaux quartiers, où c'était encore respectueux. Le parc du Den, le parc de forêt était super beau. Maintenant c'est devenu n'importe quoi. Parce qu'on les a, entre guillemets, laissés monter. On ne les a plus empêchés d'aller sur les pelouses, on ne les a plus empêchés de saccager. Et ça a créé, donc les gens, qu'est-ce qu'ils ont vu, les vieilles personnes? C'est qu'avant on avait un beau parc, on n'en a plus. Qui est sur la pelouse? C'est pas les petits Belges, c'est les autres. Malgré que les Belges derrière ils font les mêmes conneries, hein. Mais on voit cette population-là qui, quand il fait beau, se met avec leur grande couverture, leur boisson, leur machin. Et si on leur dit il ne faut pas aller sur la pelouse, on va se faire agresser. Donc on dit plus rien et on va autre part. Je vais aller, je sais pas moi, du côté néerlandophone. Là, c'est encore très très joli. Kunt je even stopzetten? Donc, quelle impression avez-vous quand vous voyez par exemple des Tchèques sur leur culture? C'est quoi qui vous... Ben, j'ai l'impression que ce sont des gens qui sont venus plus chez nous dans le but de travailler et de gagner de l'argent et peut-être aider leur famille là-bas, plutôt que de venir pour s'implanter ici. Eux, à mon avis, ils mettent de l'argent de côté, de l'autre côté, ils construisent, ils vont avoir de nouveau des biens, et puis quand ils en auront marre d'ici, ils vont retourner là-bas. Moi, c'est l'aspect que je me donne, parce que quand je viens le matin travailler, je viens à pied souvent, je vois ce groupe, toujours quasiment, pratiquement toujours les mêmes groupes. Ils viennent là pour travailler, ils attendent la camionnette qui les prend pour aller travailler. Le soir, c'est pareil, ils les redéposent. Il y en a un qui est ici en face aussi. Et ces gens-là, ils viennent pour travailler, bosser, bosser. Puis quand ils ont fini de bosser, c'est boire, boire, boire. Ça, et ils restent en groupe. Eux, ils viennent pas emmerder Pierre, Paul ou Jacques, c'est leur groupe. Ils sont très soudés entre eux, en tout cas. Et s'il y en a un qui ne parle pas bien le français, il va toujours trouver un copain pour l'aider, pour venir ici à la gare, pour pouvoir essayer de traduire. Pas français, machin. Ça, c'est... Entre eux, ils sont très soudés en tout cas. Mais ils ne se font pas voir. Ils ne causent pas de problème plus que ça en tout cas. Et est-ce que vous avez un ami tchèque? Et si vous en avez un, est-ce qu'il y a quelque chose qui vous... Pas qui vous choque, bon ça pourrait être positif ou négatif, quelque chose que vous trouvez quand même assez remarquable dans leur culture ou dans leur habitude? Ben, chez nous, quand on a des emmerdes, généralement on le cache. Donc on raconte rien, on fait oui ça va, on raconte pas les soucis qu'on a à la maison, les soucis de fric ou de ceci ou cela. Eux par contre, ils doivent toujours tout déballer. Ah, Pierre, Paul, Jacques, n'importe qui. Donc s'ils viennent à la maison et qu'ils connaissent pas, je sais pas moi, mon frère, ma soeur, ben, toute la soirée ça va être et moi j'ai ci, et moi j'ai là, et peut-être. Et pourtant ils se connaissent pas. Je veux dire qu'ils devraient faire un peu plus attention à ce qu'ils racontent. Non, ils déballent leur sac et il n'y a jamais rien qui va en tout cas. Même si... Donc ça c'est un truc qui peut être très pesant. Quand on les invite à la maison, quoi. Il vaut mieux d'abord pas leur demander s'ils vont bien. Ça, c'est... C'est parfait. Ska du gå vraag? Nee, Génial.